Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de l'année 2025 pour donc vous parler de nos solutions pour faire face à l'absentéisme. Donc, juste pour nous présenter, je suis Karine Dumas de la société Medica Partner. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la société, ou Medica Partner, ça fait 36 ans que ça existe. On fait principalement du contrôle médical employeur, la vaccination anti-grippe, des expertises, de la prévention, de l'audit, formation, coaching individuel et collectif dans les entreprises. Voilà. Et ça, je vous ai présenté voilà un petit peu tous les services qu'on met en place. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà, voilà. Et Sophie qui est présente avec nous. Bonjour à tous, donc, je suis Sophie Trévet, je suis avocate spécialisée en droit de la sécurité sociale depuis une vingtaine d'années. Le cabinet ALD Avocats, donc on est 7 avocats spécialisés. On est situé à Paris, mais on intervient sur toute la France, sur des domaines en droit des affaires et en droit de la sécurité sociale. On travaille avec des médecins conseils, notamment qui nous aident pour la gestion de l'absentéisme et nos prestations spécifiques sur les accidents du travail. On intervient dès le début, dès l'accident du travail ou dès la maladie professionnelle pour essayer de faire en sorte d'obtenir un refus de prise en charge, ce qui est quand même néanmoins, si l'accident est faux ou la maladie n'est pas d'origine professionnelle, c'est quand même mieux pour l'entreprise. Également, on engage des contentieux pour obtenir une opposabilité, et je vous parlerai plus tard de l'aspect financier qui va avec ce type de contentieux. Et également, on aide nos clients pour réduire l'absentéisme avec les actions justement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'on s'est dit qu'il était temps de vous lister, en fait, de faire un regroupement de tous les outils qui existent à date et qui sont efficaces et qu'on utilise nous au quotidien pour faire reprendre les salariés absents au sein des entreprises. Donc, on vous a fait une petite première page pour vous présenter ce qui va être amené après. D'abord, je vais vous présenter l'aspect repère financier. Donc, on va parler 2 secondes d'argent. Et ensuite, les points principaux, donc c'est les outils qui sont possibles pour les entreprises pour faire en sorte que les salariés reviennent. Le suivi téléphonique, le rendez-vous de liaison. Ça, c'est un gros morceau qu'on va vous essayer de vous motiver pour accepter ce genre d'outils. Tout ce qui est aménagement de poste et temps de travail, temps partiel thérapeutique, qui est un excellent moyen de faire reprendre les salariés. Tout ce qui est la visite médicale de pré-reprise et le contrôle médical classique pour les arrêts maladie et pour les accidents du travail. On va rentrer directement dans le vif du sujet, comme ça on aura le temps après de pouvoir répondre à toutes vos questions. On s'était dit qu'avec Karine, qu'on allait vous présenter d'abord un peu un petit aspect financier, parce que souvent ça fait un effet choc, même si en fait vos salariés, quand ils sont absents, évidemment vous dites vous avez plein de conséquences financières, sociales à prendre en compte, et vous vous rendez bien compte qu'il y a une difficulté quand les salariés sont absents. Maintenant, sur l'aspect accident du travail et maladie professionnelle, il y a un coût financier direct qui est le taux de cotisation que vous payez tous les mois par établissement sur la masse salariale de chacun de vos établissements. Et souvent, le coût financier est très conséquent. Et donc, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer le barème. Là, c'est celui de 2024, parce que 2025 n'est pas encore paru, puisque la loi de financement de la sécurité sociale 2025 n'a pas encore été votée. Mais ça vous montre des chiffres qui sont en fait un barème annuel sur les coûts moyens qui sont imputés, salarié par salarié, accident du travail et maladie professionnelle prise en charge, sur les comptes employeurs de chacun de vos établissements, en fonction du nombre de jours d'arrêt ou des séquelles finalement que la sécurité sociale il va y avoir une fixation d'un taux d'IPP, taux d'incapacité partielle, et qui va imputer fortement votre compte employeur, et ces montants additionnés sont reportés pour calculer votre taux de cotisation. Vous avez un salarié, plus il est en arrêt de travail, plus il va vous coûter cher.
Et en fonction de votre activité, eh bien, le montant n'est pas le même. Et vous voyez, là, en fait, vous avez vu donc sur la barre en haut, vous avez le nombre de jours d'arrêt. S'il n'y a pas beaucoup de jours, eh ben, on est sur 300 euros, c'est moins grave. Puis après, c'est 15 jours. Et après, vous avez jusqu'à 150 jours. Dès lors que vous passez 5 mois d'arrêt, vous attendez le maxi, maxi, maxi. Et peu importe si la personne est arrêtée pendant des mois après, c'est pas grave, vous avez ce montant-là. Mais ce montant-là est très, très conséquent. Avant, quand on était un système avant 2010, ça remonte, mais j'y étais, vous payez vraiment centime par centime ce qui était engagé par la sécurité sociale au niveau des indemnités journalières. Si vous aviez quelqu'un à temps partiel, eh bien, vous aviez pour un an d'arrêt, vous aviez une imputation de 9 000 euros. Là, si vous avez quelqu'un qui a eu 5 mois d'arrêt, eh bien, là, sur les industries de la métallurgie, on prend la première activité, vous avez 40 000 euros, 783 d'imputés pour Madame X qui a eu un accident, qui a eu un arrêt de 6 mois. Et puis, si vous avez Monsieur Y qui a un accident et qui va avoir un arrêt de 45 jours, ben vous avez 1 758 euros d'imputés. Tout ça additionné et vous avez en fait un système, vous fait grâce de toutes les modalités de calcul, toute cotisation, mais un taux de cotisation est là 2, 3, 4% que vous payez sur votre masse salariale. L'intérêt de ce barème, donc vous regarderez au niveau de votre activité. Souvent, en fait, vous regardez votre taux de cotisation et vous voyez au niveau du CTN, c'est marqué sur la feuille de calcul, CTN A, B, C, D, enfin, au niveau et vous verrez votre activité et vous regardez votre ligne. Et là, vous voyez les imputations qui s'additionnent. Quand évidemment, vous avez peu d'jours d'arrêt, c'est pas très grave, il n'y a pas d'impact sur votre taux de cotisation. L'impact, moi, j'ai un peu d'expérience, que ça fait longtemps que je joue à ce petit jeu-là. Je me suis rendu compte que dès lors qu'on passait le moment du 46 jours, qui est environ là 4 000 ou 5 000 euros d'imputation, le taux monte. Pas exceptionnellement, mais le taux monte. Ça y est, c'est là, vous dites, et c'est rien 45 jours. 46 jours, c'est rien de rien de rien. À partir de 90 jours, donc on est à 3 mois d'arrêt, dites-vous que votre taux va vraiment, vraiment monter. Et alors, c'est plus de 150 jours et vous avez trouvé ça très douloureux. Donc, en fait, il faut se dire que, donc voilà, 1 mois et demi, puis à bout de 3 mois, c'est pas, en accident de travail, maladie professionnelle et uniquement sur ces cas-là, bah, dites-vous que votre taux de cotisation augmentera. Alors, on est à un décalage de 2 ans, donc un accident de 2025, vous le paierez sur le taux 2027, mais n'empêche que dès lors que les arrêts sont là et que c'est imputé sur votre compte employeur, sauf à faire du contentieux, et ben les jours sont là et s'additionnent, et donc votre taux 2027 sera plus élevé que si vous n'aviez pas eu d'accident, que je vous souhaite, ou que vous avez des arrêts de courte durée. Mais il faut avoir, et surtout l'intérêt de la gestion d'absentéisme, c'est le faire tout de suite pour justement ne pas dépasser ces 46 jours ou ces 90 jours pour arriver à se dire comment on fait, parce que c'est trop tard, l'engrenage est lancé et vous avez 200 jours et c'est trop tard, vous avez 40 000 euros d'imputés. Et c'est fini. Dès lors que c'est prescrit et mis sur le compte employeur, comme je vous disais, sauf faire du contentieux, si vous êtes bloqué. Donc, c'était pour vous donner c'est bien ce genre de technique. On commence directement par le côté désagréable, pardon. Mais l'aspect financier permet en fait de vous dire, voilà, quel point de repère à ne pas dépasser. Et entre nous, si 46 jours, 45 jours, je reconnais que ça peut aller assez vite. Dites-vous qu'il ne faut pas dépasser 3 mois. Enfin, faut les 89 jours, parce que 90, et ça y est, vous changez de tranche. Donc, 91, et ça y est, vous changez de tranche. Donc, à moins de 90 jours. C'est vraiment le cap à ne pas dépasser. Évidemment, si la personne est dans le coma ou elle a une fracture avec un plâtre, ça sert à rien de se faire du mal. Mais sur les cas d'entorse, tout l'aspect gestion d'absentéisme, c'est lié uniquement à du problème médical, en réalité. Et donc, si une entorse, logiquement, vous pouvez gérer à faire en sorte que la personne puisse reprendre à moins de 90 jours. Ça, on va vous donner des outils, justement pour essayer d'éviter ça. Donc, c'est un bon moyen et en arrêt maladie, après, sur l'aspect financier, vous pouvez toujours vous donner ce même cap, ces notions des 1 mois et demi et 3 mois, qui vous permettent d'avoir au moins un seul référentiel en tête. Alors, on va vous parler du premier outil, et non des moindres, parce que si vous commencez pas par celui-là, vous allez avoir un problème pour avoir des informations. Et vous me dire, franchement, le suivi téléphonique, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment la clé pour avoir de l'information. Et le pire, qu'on se rend compte quand on m'appelle par un accident de quelqu'un qui a été arrêté pendant 2 ans,
Je leur dis, bah, OK, ben, super. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ben, des fois, j'ai plein d'informations, c'est super. Des fois, ben, vous ne savez pas. Et ben, en fait, on ne peut rien faire si on ne sait pas. Et la manière de savoir, et donc de savoir pourquoi la personne est arrêtée et si c'est normal qu'elle soit arrêtée pendant 2 ans, eh bien, c'est d'avoir des informations. Et la première technique, c'est le suivi téléphonique. Et rassurez-vous. Donc, ma première question, c'était légal ou illégal? C'est que c'est légal, vous avez le droit de le faire. Il n'y a pas de difficulté. C'est déjà la loi santé a déjà commencé la dernière loi santé en date avait déjà c'est déjà dit bon bah voilà on va commencer à arrêter à lever des tabous comme cette prise de contact des entreprises et je vous mets directement un laïus sur le secret médical. Je vous le fais direct en direct. Pas de no stress sur ça. C'est légal, vous avez le droit de le faire, même si le contrat du salarié, le contrat de travail est suspendu. Ça sert à rien qu'on vous rappelle ce genre de choses. Tout le monde le sait, en fait, peu importe. Vous avez le droit de le faire et ensuite, ce n'est pas contraire au secret médical. Le secret médical ne s'oppose qu'entre les rapports patient-corps médical. Vous êtes l'employeur, ça ne vous concerne pas. Personne ne peut vous opposer le secret médical. C'est une énorme blague. Par contre, on peut vous opposer le droit à la vie privée. Ça, c'est une règle du code civil. Mais ça ne doit vous être opposé que par votre salarié. Et s'il vous dit, si vous voulez l'appeler pour lui demander comment ça va, qu'est-ce qu'il a, et qu'il vous raconte, eh bien, il vous fait rentrer dans sa sphère d'intimité, et dans ces cas-là, c'est conforme au droit à la vie privée. Si par contre, il vous dit non, je ne vous dirai pas, ou il vous peut répondre une partie des questions, et à un moment donné, vous voyez qu'il est réticent pour vous dire ce qu'il a, quel est son traitement, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, qu'est-ce que vous dit son médecin, là, vous n'avez plus le droit de lui poser la question. Parce que sinon, c'est du harcèlement moral. Désolée. Par contre, si vous a répondu sur certaines questions, vous avez le droit de rester sur cette partie-là. Mais par exemple, si vous dit, voilà, mon médecin m'a prescrit de la kiné, mais que vous lui demandez précisément c'est quoi l'intervention chirurgicale qui est prévue, et qu'il ne veut pas vous répondre, vous ne pouvez pas lui poser la question sur l'intervention chirurgicale. Par contre, si vous parlez de la kiné, vous avez le droit de lui parler de la kiné. C'est marrant, hein, mais c'est cette notion de sphère de la vie privée. Donc, vous avez le droit. Et c'est vraiment l'élément le plus important, le suivi téléphonique. En fait, l'idée, c'est de pas faire ça une fois. Il faut le faire ça de manière régulière. L'intérêt, c'est quand même de garder le contact avec vos salariés. C'est un contact privilégié. Vous avez des salariés qui ne veulent plus avoir de contact avec leurs entreprises, notamment parce qu'ils ont des problèmes RH. Et dans ces cas-là, eh ben, vous l'identifierez et il faudra gérer cet aspect. Ou soit ils sont contents au contraire que vous preniez des nouvelles, parce que justement le fait de ne plus être dans les effectifs de manière physique, eh ben, souvent des salariés sont en situation de mal-être, et au contraire de se dire que leur employeur s'intéresse à eux, eh bien ils aiment ça. Donc en fait, il ne faut pas le voir nécessairement comme un outil de surveillance. C'est un moyen de garder le contact. Et vraiment, prenez-le comme tel, de manière indirecte, bien entendu, ça vous permettra d'avoir des informations et de comprendre, de savoir pourquoi c'est aussi long. C'est le pire, c'est de ne pas savoir. Et après, vous dites, vous faire un contrôle, mais sauf que vous n'avez pas les infos. Donc, vous vous retrouvez en disant, on risque de faire des actions, mais dans le vide. Et c'est le pire. La manière de vous dire, voilà, vous savez il est tombé dans les escaliers, qu'il a une entorse, ou qu'il a s'est fait fracturer et qu'il a la jambe dans le plâtre, ou que finalement, en fait, c'était une petite entorse-nette et que, en fait, en réalité, tout va bien. Mais ça, vous ne le saurez pas. Et de manière indirecte, s'il a la jambe dans le plâtre, vous saurez que ça va durer longtemps. Et si il a une petite entorse, mais qu'il a été arrêté pendant 1 an, et que c'est une toute petite entorse. Vous allez avoir des entorses graves avec arrachement osseux, alburonodystrophie, ça dure 18 mois. Et donc ça, vous le saurez. Mais si c'est une petite entorse, comme il y en a plein, c'est 3 semaines d'arrêt. Si la personne vous dit, finalement, il a été arrêté pendant 6 mois, dites-vous qu'il y a eu un petit truc quand même, qu'il y a eu un problème. Donc, il faut absolument garder le contact. Vraiment, c'est la clé les actions. Et surtout, ça vous permettra de lancer les actions suivantes de manière intelligente. Et c'est un circuit régulier où vous devez appeler, par exemple, s'il a un rendez-vous chez un médecin ou qu'il doit faire un examen médical, une radio, eh bien, vous dites, voilà, je vous rappellerai tel jour, comme ça, il sait, il n'est pas surpris.
Si vous répondez plus, dites-vous qu'en fait, il y a quelque chose et qu'il là, il faut se poser la question, les bonnes questions. Et si vous répondez, ben, comme ça, vous avez un suivi régulier et ça vous permet après de vous dire, bon, bah, OK, il est sur cette situation-là, bah là, je vais faire un contrôle ou je vais faire un rendez-vous de lésion. Et donc, c'est un moyen d'amorce pour les autres actions jusqu'à la reprise. Et dites-vous, faut faire ce suivi téléphonique tout de suite. Dès le premier arrêt, tout de suite. Vous recevez un arrêt de travail, maladie, accident du travail. Alors évidemment, si c'est sur un autre motif, congé paternité, enfin, chose qui est absence autre, évidemment, vous êtes censé savoir pourquoi, un congé paternité, ce genre de choses, congé matin. Vous êtes censé être au courant, donc ça, il y a moins de difficultés. Mais les arrêts maladie purs, vous n'avez pas la constatation médicale sur l'arrêt de travail, comme c'est maintenant avec les systèmes informatisés où c'est téléchargé directement à la sécurité sociale. Appelez votre salarié pour savoir comment il va, pour apprendre des nouvelles, et de savoir ce qu'il a, s'il a une difficulté, notamment s'il a finalement un problème avec son responsable hiérarchique, ce qui arrive souvent. Et au moins, vous ne laissez pas partir la personne. Ça vous permet de pouvoir de gérer tout de suite dans l'urgence et éventuellement de trouver un moyen de mettre un terme à cette problématique RH, de changer de poste, parce qu'en fait, il veut partir. Mais au moins, vous savez. Spécificité sur les accidents du travail, et non des moindres. Quand vous avez un accident du travail et que vous devez le déclarer dans un délai de 48 heures, obligatoire, le syndic compte, je parle d'autre chose au passage, vous devez déclarer et faites-le, il faut le faire de manière astucieuse parce qu'en fait, dès lors que vous dites plusieurs mois plus tard, en fait, j'ai déclaré, mais c'était pas tout à fait ça, ou j'ai déclaré, mais mince, j'aurais dû contester, eh bien, vous avez les 48 heures, vous pouvez faire des réserves dans un délai de 10 jours, c'est bref, les délais sont brefs. Merci, le régime sécurité sociale, c'est fait pour on rappelle, la CPM veut prendre en charge, veut vous payer. Première slide, il y a beaucoup d'argent en jeu, l'URSSAF manque d'argent, l'État manque d'argent, vous participez en tant qu'employeur sur les taux AT à payer les retraites. Aparté, non des moindres. Donc, quand vous devez établir la déclaration, ne le faites pas à vide, appelez le salarié, essayez pour avoir les informations sur ce qui s'est passé et surtout sur la lésion. Vous devez absolument connaître la nature exacte de ce qui est diagnostiqué par le médecin. Douleur au dos n'est pas suffisant. Vous devez savoir si c'est lumbago, lombalgie, dorsalgie, cervicalgie, hernie discale, sciatique, ruralgie. Il faut tout savoir parce qu'après, vous savez si vous êtes OK ou pas pour payer l'accident. Si la personne marche et vite vous déclare une hernie discale, c'est pas possible. Si elle porte quelque chose toute seule, à 50 kilos toute seule, et qu'elle vous déclare une hernie discale, c'est possible. Et là, effectivement, il y a un problème effectivement de gestion du travail, mais c'est un autre aspect de prévention. Mais vous savez pourquoi vous allez payer. Et c'est la même chose pour les intérimaires, parce que maintenant, alors si vous êtes une société de travail temporaire, la question ne se pose pas, mais si vous êtes une société utilisatrice, vous avez beaucoup d'intérimaires. Depuis 2024, 1er janvier 2024, avec effet au taux 2026, mais ça y est, c'est trop tard, vous payez la moitié des coûts financiers pour les intérimaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, quand vous avez un intérimaire, vous devez faire une information préalable. Dites-vous que vous donnez à l'entreprise de travail temporaire un chèque en blanc pour qu'elle déclare et que vous payez la moitié de ce qu'elle va faire ou maltraiter. Donc, vous devez absolument obtenir les informations et notamment cette lésion. C'est la clé pour ensuite faire toutes les actions et gérer l'absence de votre salarié parce que vous savez ce qu'il a et vous avez l'information évolutive de ce qu'il a également. Ça peut être une entorse, puis finalement, ça finira par une entorse de genou, puis finalement, en fait, il a une atteinte médicale au détour de cette entorse du genou. Là, évidemment, ça commence à devenir grave, et au moins, vous savez. Voilà, donc j'espère que le suivi téléphonique, donc en fait, il faut que vous trouviez quelqu'un, ça, c'est notre aide, c'est à nous de vous aider après pour mettre en place le suivi téléphonique en interne. Il faut trouver quelqu'un qui a les épaules pour appeler. C'est bien quand c'est la proximité qui appelle. Mais il faut savoir poser les bonnes questions. Donc, des fois, c'est bien quand c'est au niveau de la RH ou du service, tout ce qui est prévention, QHSE, qui souvent ont les bonnes épaules pour appeler et pour avoir les bonnes informations. Puis après,
n'hésitez pas, on est là pour vous aider, pour mettre en place jusqu'à tous les moyens pour jusqu'à la reprise effective du salarié. Sophie, je vais en profiter pour vous poser une question qui est récurrente chez nous, chez Medicat. Souvent, il y a un AT qui arrive par rapport au suivi téléphonique et sur le coup, il y a un médecin qui va déclarer 2 ou 3 jours d'arrêt de travail, il va être prolongé par la suite, mais sur le coup, effectivement, il y a une déclaration de liaison qui est déclarée, sauf qu'en fait, au bout de 3, 4, 5 jours, il s'avère plus important. Euh, mais parfois, c'est trop tard. La déclaration doit être faite dans les 48 heures, mais la lésion, on la sait peut-être 5, 6 jours après. Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle justement du suivi téléphonique dans ces cas-là? Alors, quand vous faites la déclaration, il y a une façon de rédiger les déclarations pour ne pas s'auto-tuer auprès de la CPM, et notamment dans ce genre de cas, vous savez qu'il y a quelque chose. Alors, franchement, soyez suspicieux sur les cas de dos, épaules, tout ce qui est lié aux troubles musculo-squelettiques, parce qu'il y a souvent un mélange des genres, surtout sauf si vous êtes une activité de service où tous les salariés sont derrière l'ordinateur. Mais bon, dans ces cas-là, inquiétez-vous plutôt sur les risques psychosociaux, mais sur les entreprises où il y a un travail plus manuel, plus d'efforts, il y a beaucoup de mélange des genres entre les maladies professionnelles, donc avec les notions d'usure, donc l'état pathologique dégénératif, et les accidents du travail. Et on rencontre beaucoup, notamment donc dos, épaules, coudes, genoux, des cas où il y a un mélange avec les états antérieurs. Et les états antérieurs, dès lors qu'ils ont été dolorisés ou aggravés par l'accident, c'est un accident du travail. Alors là, on parle que des accidents du travail, mais ça marche sur les maladies, le régime n'est pas le même, puisque la sécurité sociale, vous n'avez aucun moyen, c'est beaucoup plus difficile de vous battre sur ce point-là. Mais sur les accidents du travail, dès lors qu'il y a cette notion de dolorisation temporaire de l'état antérieur, le moment de la dolorisation, c'est l'accident du travail. Dès lors que les effets de l'accident du travail cessent, c'est que l'état antérieur. Et la sécurité sociale ne voit jamais ce moment-là, cette frontière. Mais c'est une chose que vous devez surveiller. Et quand vous faites la déclaration, il faut le faire le plus light possible pour vous laisser des possibilités de vous retourner. Et pour pas que, en fait, la caisse primaire, dans le cadre d'un contentieux éventuel, vous reproche d'avoir dit dans la déclaration qu'il y avait une luxation de l'épaule en portant un carton. Alors qu'en réalité, c'est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que c'est de la maladie professionnelle. Donc, il faut être assez light, épaule, douleur à l'épaule droite, par exemple, pour vous permettre de suivre dans les délais les plus proches sur savoir ce qu'il a réellement. Souvent, là, il y a un scanner, il y a des examens qui sont faits. Si la personne a vraiment eu mal à l'épaule, ça va être difficile de contester la réalité de l'accident, mais vous pouvez suivre l'absentéisme. Alors, si la personne a un problème à la coiffe de rotateur, ça peut durer un peu de temps. Désolée, mais on peut prévoir des aménagements de poste. Mais vous pouvez effectivement faire du contentieux dès lors que vous avez, par le suivi téléphonique, des informations sur cet état antérieur, parce que le salarié va vous le dire, parce qu'il sera vu au scanner, parce qu'il aura gentiment, il vous aura envoyé le compte-rendu de l'intervention chirurgicale ou du scanner ou de l'IRM, et qui vous verrez qu'il y aura, parce que moi je promis, je le lis, et je s'assure que je sais qu'il y a en réalité une tendinopathie dégénérative, une bursite, une scapulalgie, plein de choses qui fait qu'on sait qu'à un moment donné, il y a une partie traumatique et une partie dégénérative. Mais ça ne marche que si vous avez l'information. Mais donc, en fait, je vous conseille, lors de la déclaration, d'être light et de suivre la lésion. Et dès que vous avez des informations, soit dans les délais de 10 jours, vous avez fait des réserves, soit vous avez senti l'éléphant dans le couloir, l'éléphant rose dans le couloir. Et sur la déclaration, on aura fait ensemble une déclaration punchy qui permettra de générer une instruction, des réserves, parce qu'on sait. Et ça, c'est ma vie du quotidien qui fait qu'en fait, soit finalement, en réalité, sur un problème de dos, c'est un lumbago et c'est bien un accident du travail, parce que c'est logiquement traumatique. Soit on aura fait une déclaration exprès, ça aura généré une instruction, et au cours de la vie de l'accident, mais pendant l'instruction qui dure quand même quelques semaines, eh bien, on se rendu compte qu'en réalité, c'était une sciatique par-hernie discale et que ce n'est pas un accident du travail. Mais donc, en fait, il faut se laisser le temps, mais il ne faut pas lâcher. Pendant les instructions, dès la déclaration et jusqu'à la prise en charge, il ne faut rien lâcher. Gros travail,
J'ai des interlocuteurs qui m'écoutent, ils voient très bien de quoi on parle, mais c'est très, très efficace. Et pour moi, vous savez, si l'accident est pris en charge, vous savez pourquoi. S'il est refusé, vous savez pourquoi. Parce que vous avez surtout beaucoup aidé pour ne pas payer la hernie discale, alors que ce n'est pas une lésion post-traumatique. J'espère avoir été assez claire. Oui, merci Sophie. Dans la continuité donc du coup du suivi téléphonique, vous pouvez mettre en place le rendez-vous de liaison. Alors, ce rendez-vous de liaison, c'est un dispositif qui a été introduit pour renforcer la prévention de la santé au travail à partir de 2021. Alors, ce rendez-vous, c'est pas un rendez-vous médical, attention. Il a pour objectif de maintenir le lien entre le salarié et l'employeur. Et aussi de transmettre des informations du salarié par l'employeur. Et c'est surtout que l'employeur peut informer le salarié, qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d'une reprise, d'une visite de pré-reprise et des mesures d'aménagement de temps de poste, de temps de travail. Mais ça peut être aussi de la formation de la formation à mettre en place. Ça peut être une possibilité en fait, ça va parler de l'avenir du salarié dans l'entreprise. Voilà. Donc, quand est-ce que vous pouvez mettre en place ce rendez-vous de liaison? Du coup, le rendez-vous de liaison, il peut être mis en place pour l'arrêt de maladie, pour les accidents de travail, pour la TNP, etc. Et il faut qu'il y ait eu au moins 30 jours d'arrêt pour pouvoir le mettre en place. Comment organiser ce rendez-vous de liaison? Alors, autant l'employeur que le salarié peut être à l'initiative de ce rendez-vous. Généralement, on est d'accord, c'est l'employeur qui va faire la demande. Donc, du coup, l'employeur va mettre tous les moyens, qu'il souhaite pour mettre en œuvre ce rendez-vous de liaison. Il lui rappelle les objectifs de ce rendez-vous et aussi qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une possibilité. Ce rendez-vous peut être organisé à distance ou en présentiel et le service de prévention et de santé au travail est prévenu par l'employeur 8 jours avant au moins la tenue du rendez-vous. Donc voilà. Alors, qui peut assister à ce rendez-vous? Alors, le service de prévention et de santé au travail est associé à ce rendez-vous de liaison. Il peut être représenté par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou un membre de la cellule PDT, pardon. Donc voilà, il peut y avoir ces intervenants. Il peut y avoir un référent handicap et effectivement, si vous en avez et qu'il y a des personnes dans handicap dans votre entreprise. Il faut savoir que si le salarié refuse ce rendez-vous de liaison, rien ne peut lui être reproché. Il n'est pas obligatoire. C'est notre problème. C'est le problème. Alors, je sais, en discutant avec vous par téléphone, il y a beaucoup de sociétés qui ont essayé de le mettre en place et que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il y a des structures qui l'ont mis en place en l'intégrant et en expliquant au préalable aux salariés qui travaillent que ce rendez-vous existe et que si ils se mettent en arrêt maladie, au bout de 30 jours, l'employeur sera susceptible, le RH, de lui proposer ce rendez-vous. En fait, je pense que du moment où vous l'intégrez à votre entreprise en expliquant au préalable le fonctionnement du rendez-vous de liaison
Et pourquoi il est mis en place dans l'entreprise? Eh ben, je pense que ça rassure le salarié qui se dit le jour où il est en arrêt de travail et qui reçoit ce rendez-vous, qui ne sera pas, je dirais, épié, surveillé, mais que c'est dans la logique et dans la continuité de l'entreprise et des mises en place des moyens de prévention dans l'entreprise. Ça va le rassurer et vous serez moins déçus. Alors, et après, il peut être mis en place et expliquer qu'il sera mis en place au bout de tant de jours. Peut-être pas forcément au bout du 30e jour, mais comme Sophie vous l'expliquait tout à l'heure, bah, il y a la notion des 45 jours. Donc peut-être bien le mettre un petit peu en place un peu avant pour voir ce qui peut être fait pour une éventuelle reprise anticipée du salarié, des moyens à mettre en place, etc. Il faut savoir qu'il faut bien respecter le secret médical pendant ce rendez-vous quand même et que vous pouvez mettre en place et lui donner tout ce qui est notion d'information sur les flyers, en lien avec la médecine du travail. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et des informations à lui transmettre. Donc voilà un petit peu sur le rendez-vous de liaison. C'est vrai qu'en pratique, pourtant c'était un outil qui est mis en place là, depuis la loi santé, qui est difficile à mettre en place, notamment parce que il faut que le médecin du travail soit dans la boucle, soit en amont, soit en aval, mais en tout cas, il doit jamais être très loin. Et idéalement, si vous avez un bon médecin du travail, la systématisation, la mise en place, notamment au règlement intérieur, communication, ce serait peut-être un bon moyen, effectivement, de désacraliser de forcer le médecin du travail, parce qu'en fait, eux, dans toute leur mission, ils en ont tellement, c'est même pas un sujet. Mais si vous avez un bon médecin du travail, franchement, la systématisation, c'est la bonne technique. Parce que ce rendez-vous de liaison, c'est un moyen de mettre les gens au bout d'une table, le salarié, avec le médecin du travail ou quelqu'un de ses équipes, un membre de l'employeur, représentant de l'employeur, et de mettre à plat. Évidemment, ça dépend de la lésion. Si la personne elle a un cancer ou qu'elle a le bras dans le plâtre, ça n'a pas un grand intérêt. C'est beaucoup dans vos cas où il y a des problèmes psychosociaux, des problèmes aussi RH, souvent sous-jacents, que en réalité la lésion physique est pas très importante, mais que la personne n'a pas envie de revenir. Ça, c'est les cas types où en fait il y a une tierce personne, donc là le médecin du travail permettra un peu de débloquer la situation. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. C'est sûr que le salarié, il a le droit de pas venir et de refuser, vous prévenir dans les 15 jours, mais et vous avez l'obligation en fait dans un courrier de l'inviter et de lui lister l'objectif, de lui lister. C'est ce qu'on avait mis dans la première slide, de lui lister les objectifs, c'est obligatoire. Donc là l'idée c'est vraiment une recherche d'aménagement de poste, d'action de prévention, mais et de maintien dans l'emploi. En réalité, alors la rendez-vous liaison quand c'est voulu dans la loi santé, c'est un peu du genre, c'est un peu les violons. Hein. On voit bien que les législateurs n'ont pas aucune connaissance de ce qui se passe dans la réalité, mais c'est pas grave. Mais même si en fonction, peu importe de la taille de votre structure, la notion de systématisation et de la communication préalable sur cet accès au rendez-vous de liaison, cette mise en place en interne, c'est vraiment quelque chose comme ça, vous sautez dans l'arène avec les lions, parce que c'est souvent quelque chose où on se dit, oh non, mais c'est compliqué, le rendez-vous de liaison. Nous, on a des courriers de type pour vous donner, pour vous dire, voilà, comment on peut faire, mais communiquer, pour voir comment vous communiquez selon la taille de votre structure. Comme ça désacralise un peu ce sujet. Et forcez-vous, nécessairement, il y en aura où le salarié ne va pas venir. Il y en a où il va venir. Et en fait, ce sera bien à propos. Ça marche malgré tout si vous avez un médecin du travail qui veut bien jouer le jeu. Mais la loi santé, le texte est pas hyper clair sur quand il intervient, avant ou après. Donc, si en fait, le rendez-vous de liaison, il accepte d'être fait, le salarié il accepte d'être fait uniquement tête à tête avec vous, et après que c'est validé par le médecin du travail, c'est possible. Mais le rendez-vous de liaison, c'est pas la technique pour négocier la rupture conventionnelle avec le salarié. Hein, c'est l'objectif pur et censé être le maintien dans l'emploi et le fait que la personne puisse revenir. Mais il faut soit vous le systématiser pour éviter la notion de discrimination qui est souvent reprochée aux entreprises, et vous dites voilà, 45 jours ou à 30 jours d'office, tous les salariés ont droit au rendez-vous de liaison.
Mais c'est mieux d'avoir fait le rendez-vous téléphonique, le suivi téléphonique avant. Comme je vous disais, si la personne a un cancer, ça sert à rien de faire un rendez-vous de liaison, conserver le contact, mais sinon ça sert à rien. La personne reviendra, sauf si elle est en situation de pouvoir revenir avec un poste de travail pas du tout le même. Dans ces cas-là, pourquoi pas. Mais c'est pas mal de se dire allons-y, prenons à bras le corps cet outil, puisqu'actuellement il est très peu utilisé et que ben, si vous avez un plus ou moins bon médecin du travail, pardon, s'il y a un médecin du travail qui écoute, je suis désolée, on entend tellement du fait que les médecins du travail sont pas du tout pro-employeurs et sont d'une aide pas toujours simple au quotidien. Mais si vous avez un médecin du travail qui veut bien jouer le jeu, mettez en place au niveau du règlement intérieur et de la communication. Et en fait, nécessairement, vous trouverez que cet outil vous sera utile au quotidien. Mais il faut prendre le temps, par contre, hein, désolé, mais la gestion de l'absentéisme demande un peu d'investissement en temps, malgré tout. Et ceux qui l'ont intégré dans leur règlement intérieur, les retours qu'on en a, ils sont très, très positifs. Ça a très, très bien marché. Honnêtement, c'est presque du 100% du venu du salarié. Donc, franchement, voilà, il faut pas en avoir peur. Faut juste, voilà, comme disait Sophie, prendre le temps de le mettre en place, le moyen de le mettre en place et d'informer au préalable. La règle, en arrêt, même quoi qu'il arrive, c'est la communication. Oui. Voilà. Et respectez bien les délais, les 15 jours et les 8 jours minimum, parce que sinon, après, vous avez, enfin, voilà, les délais sont obligatoires, donc il faut les respecter. Du coup, pendant ce rendez-vous de liaison, vous pouvez parler aux salariés de la visite de pré-reprise. Alors, cette visite de pré-reprise, elle a un but, c'est de permettre aux salariés son retour anticipé dans la société pour reprendre son travail. Et c'est surtout pour le médecin du travail de mettre en place, s'il faut, une adaptation de poste de manière effectivement temporaire ou définitive de ce poste, en accord avec vous, bien entendu. Et, euh, et c'est surtout que le salarié soit informé de tout ce qui peut être mis en place dans l'entreprise. Donc, on parlait de l'aménagement de poste et éventuellement un reclassement professionnel et des formations, comme je vous le disais tout à l'heure, professionnelles. Ça permet soit de faire sortir, soit de réintégrer à un autre poste le salarié, mais ça évite, comme le disait tout à l'heure Sophie, la désinsertion professionnelle. Elle est très importante. Et c'est le salarié qui peut demander cette visite, mais aussi son médecin traitant. Il peut demander une visite de pré-reprise, éventuellement pour mettre en place les choses. Pour éventuellement, ce qu'on va voir, mettre en place un mi-temps thérapeutique. Alors, quand est-ce qu'elle peut être mise en place, cette visite de pré-reprise? Et ça, il faut en informer aussi le salarié, parce que moi, j'ai beaucoup de salariés qui me disent qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller voir d'eux-mêmes le médecin du travail. Ils ont peur qu'après, les informations transmises au médecin du travail vont être relatées à l'employeur. Non. Employeur. Non, non, mais voilà, mais ils ont peur, voilà, en fonction de ce qui peut être, de la pathologie de la personne, hein, mais ils ont toujours cette crainte. Et nous, et nos médecins contrôleurs aussi, on leur dit, attention, vous pouvez, et justement, ça va faire accélérer peut-être votre réintégration dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler avec le salarié, parce que ça peut accélérer les choses, sortir définitivement de l'entreprise ou accélérer sa réintégration. Quand est-ce qu'elle peut être donc quand elle peut être mise en place? Donc en arrêt de travail de maladie de droit commun plus de 60 jours, en accident de travail pour les moins de 30 jours, lors d'un retour de congé maternité et lors d'un arrêt pour maladie professionnelle sans condition de durée. Voilà. Là, du coup, c'est simple. Le salarié, comment il va, c'est donc effectivement la visite de pré-reprise.
C'est le salarié peut demander donc le rendez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, le médecin traitant, mais aussi le médecin conseil de la CPM. En fonction du dossier qu'il aura eu, il peut demander une visite de pré-reprise. Par contre, l'employeur, vous ne pouvez pas demander de visite médicale de pré-reprise. C'est que la majorité du temps, c'est le salarié parce qu'il, le médecin traitant, le médecin conseil de la caisse, lui a dit, allez-y, allez demander la visite médicale de pré-reprise. Mais voilà, l'employeur, vous n'avez aucun moyen de le demander. On peut se dire, mais pourquoi le salarié pourrait demander une visite médicale de pré-reprise, sauf s'il est contraint, parce que c'est toujours mieux d'être en arrêt de travail. Eh bien, parce que vous avez des salariés quand même qui veulent travailler, qui veulent reprendre leur activité professionnelle parce qu'ils s'ennuient chez eux, ou que surtout, eh bien, les conditions financières sont pas aussi intéressantes que de travailler. Alors, en maladie, évidemment, puisqu'ils sont payés à 50% de leur salaire brut, donc c'est quand même beaucoup, malgré tout, il y a une perte. En accident du travail et maladie professionnelle, il y a beaucoup moins de pertes puisque assez vite, on arrive à 80% du salaire. Donc, on arrive pour certains salariés à 100% net en fonction de du plafond sécu. Donc, évidemment, ils sont beaucoup moins convaincus de reprendre le travail, d'où le fait de tout l'amont, du fait de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils reprennent. Soit vous arrivez à faire en sorte qu'ils reprennent plus vite parce que dans les 28 premiers jours en AT ou en maladie professionnelle, ils ont 60%, donc il y a quand même une petite perte, sauf si elle est complétée parce que vous subrogez, vous maintenez le salaire, ou qu'il y a la complémentaire, enfin la prévoyance complète à 100%. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'on est beaucoup moins convaincus. Mais le temps que les IJSS arrivent, surtout si vous subrogez pas, eh bien, c'est la bonne technique, surtout sur les lésions. Évidemment, pareil, hein. Si la personne elle a la jambe dans le plâtre, ça a de se faire du mal. Mais si il y a le temps que les IJ soient versés, nécessairement, les salariés sont beaucoup plus convaincus de se dire qu'il faut reprendre. Donc, vous avez effectivement ce levier financier dès lors que la personne elle est payée quasiment à 100% à son domicile, c'est plus difficile d'avoir un levier fort, sauf d'arriver à avoir ce contact privilégié parce qu'il pour lui donner envie de reprendre dans des conditions de travail favorables ou au même poste, hein, si ça marche aussi de temps en temps. Et donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est pas simple la visite médicale de pré-reprise. Vous l'avez souvent quand le salarié veut l'inaptitude physique. Hein. En vrai, en pratique. Et dans ces cas-là, une aptitude physique, ça finit par le licenciement pour une aptitude physique parce que c'est rare que vous arriviez à le reclasser. Si vous arrivez à reclasser les salariés, surtout n'hésitez pas. Mais si finalement le reclassement n'a pas marché, vous la laissez quand même pour une aptitude physique malgré tout, considérant qu'en accident du travail et maladie professionnelle, les conséquences financières sont d'un coup pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher à replacer. Donc, souvent, la visite médicale de pré-reprise est avant de l'inaptitude. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment un outil de la gestion de l'absentéisme, mais c'est un travail de longue haleine dès lors que, avec le suivi téléphonique, le rendez-vous de liaison, enfin, on est sur une approche méthodique un peu sur la durée, qui permet en douceur de faire reprendre le salarié en fonction, pareil, de sa pathologie et de son envie de reprendre le travail. Mais ça, c'est tout l'intérêt du suivi téléphonique. Et donc, parce que la gestion de l'absentéisme, c'est pas une action, ça y est, ça arrive, mais de faire progressivement. Et en fait, c'est un cercle fermé où vous reprenez, vous faites une action, suivi téléphonique, vous faites une autre action. Finalement, ça ne marche pas, vous refaites le suivi téléphonique et vous faites une autre action et souvent la visite médicale de pré-reprise, soit ça finit par l'inaptitude, et malgré tout, la personne sera sortie des effectifs et c'est fait. Et ça finit la gestion de l'absentéisme. C'est une façon comme une autre de mettre fin au dossier. Soit cette visite de mes pré-reprises permettra une reprise définitive du salarié à son poste ou à un autre. Ça, on en reparlera. Pardon. Karine. Alors, juste, j'ai pas mal de questions qui arrivent, vous inquiétez pas, on répondra à toutes vos questions. Et oui, tout est enregistré, vous recevrez le lien, il n'y a pas de souci pour ceux qui avaient des rendez-vous en urgence, donc vous inquiétez pas. Et pour tout ce qui est questions pratiques, on répondra après. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, si vous avez mis tout ça en place au niveau de la visite de pré-reprise et comme le disait Sophie, que ça fonctionne pas, là, on va vous donner un petit conseil, c'est effectivement, lorsque le salarié a été informé lors d'un rendez-vous de liaison qui peut effectivement faire ce rendez-vous de pré-reprise et qu'il n'en fait rien, on vous conseille de lancer un contrôle. Donc là,
vous revenez vers nous. Parce que lors de ces contrôles, eh ben, comme je vous le disais tout à l'heure, nos médecins, on leur demande de leur expliquer, aussi d'informer qu'il faut absolument qu'ils prennent rendez-vous pour une visite de pré-reprise. Voilà, et ils en parlent lors de ce contrôle. Donc, ils en remettent encore une petite couche. Alors, surtout, en plus, si vraiment le rendez-vous de maison n'a pas fonctionné, que vous avez tout mis en place et qu'il n'y a rien qui fonctionne, il faut bien nous transmettre toutes ces informations. Mais je vous en reparlerai un tout petit peu. Voilà. Il faut rappeler que c'est toujours le salarié qui a la demande de cette visite de pré-reprise. Quand c'est le médecin extérieur et pas l'employeur qui Voilà. parle, c'est bien parce que le médecin, il a une force quand même de frappe plus meilleure que les employeurs, parce que nécessairement que vous avez le mauvais rôle, alors que le médecin, même un médecin contrôleur, malgré tout, aura une petite influence quand même sur le salarié. Donc ça vaut le coup de passer par ce biais-là. Alors ça, c'est à mon tour, sur les aménagements de poste. Donc en fait, tout ce qu'on vous disait sur le rendez-vous de lésion, visite médicale de pré-reprise, en réalité, ça tend vers cette notion d'aménagement de poste. Parce que souvent, sauf si la personne n'a rien et qu'elle va reprendre assez vite toute seule, parce qu'en réalité, bon, bah voilà, c'est cogné, c'est fait mal au coude vite fait et tout va bien, voilà, la lésion va disparaître d'office, il va être soigné, il va être guéri, tout se passe bien. Là, souvent, on est sur des pathologies de longue durée, dos, épaules, genoux. Nécessairement, ça met un peu de temps pour le traitement médical pour que tout disparaisse et que tout se passe bien. Et donc, la notion d'aménagement de poste, qui peut se faire dans le cadre de la visite médicale de pré-reprise ou du rendez-vous de liaison, mais que vous pouvez faire aussi, vous, face à face avec le salarié, en fait, en réalité, on voit en pratique, c'est un bon moyen d'y aller en douceur, mais d'y aller tôt et de faire reprendre le salarié plus tôt qu'on aurait pu le faire s'il reprenait son poste de travail normalement. Et donc, c'est pas mal. Déjà, c'est une bonne perception. Alors, évidemment, personne n'ignore l'effet domino, c'est-à-dire que si Monsieur X a eu un poste aménagé et que Monsieur Y qui n'a pas eu un accident du travail ou n'est pas un arrêt maladie pour un problème de santé, aimerait bien aussi avoir son poste aménagé. C'est sûr qu'il y a souvent un effet domino. C'est pas simple. Maintenant, en pratique, ça quand même depuis quelques temps, ça vaut le coup, malgré tout, de se laisser faire et de proposer ces aménagements de poste. C'est plutôt bizarrement c'est assez bien perçu en interne parce que déjà quand les salariés reviennent, ils travaillent, le travail de Monsieur X n'est pas reporté sur Monsieur Y, qui de ce fait-là, même s'il est payé sur son temps supplémentaire, eh bien, est plus fatigué. Et puis après, ça, lui aussi, il en a assez. Puis il y a des problèmes RH et puis c'est sans fin. Donc, s'il reprend même avec un poste aménagé, eh bien, votre client, si vous avez un client, était content, même en interne, le travail est fait et c'est quand même plus facile et c'est mieux socialement. Vous pouvez le faire à tout moment et en fonction évidemment de la lésion, si la personne a, comme je disais, le jambe dans le plâtre, sauf si c'est un poste administratif, dans ces cas-là, le fait de gérer, de mettre en place un full télétravail, même si bon, c'était la norme, mais on y revient, hein, le Covid, c'est fini. Enfin, je touche du bois. Donc les gens reviennent, hein, mais si vous pouvez, le télétravail est un exemple d'aménagement de poste temporaire, puisque si c'est un poste administratif, le fait qu'il se soit cassé la jambe ou autre. Donc moi j'avais un cas avec cette personne, c'était au niveau du poignet type entorse. Eh bien le télétravail a été mis en place. La personne a dû taper d'une main, mais elle l'a fait. C'était mieux parce que financièrement, comme on disait, il n'y a pas de perte de salaire et surtout il n'y a pas de retard dans le paiement des IJSS, sauf subrogation ou maintien. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus confortable. Donc vous pouvez le faire tout de suite si la lésion s'y prête et si vous avez les moyens de cet aménagement de poste, soit au fur et à mesure, dès lors où vous voyez que la personne, ça va mieux, c'est pour prendre le cas de l'entorse. Vous savez que la personne, ça va, mais finalement, c'est pour éviter je vais être désagréable, mais c'est fait, qu'elle tire, qu'elle en profite. Mais ça sert à rien qu'on parle d'absentéisme et de faire croire que on est des bons puritains à ne pas parler des choses qui fâchent. Ça sert à rien. Autant se dire les choses ensemble, si tout le monde le pense. L'idée, c'est que la personne reprenne à la bonne date, à la bonne période. Donc, avec le suivi téléphonique et chaque étape, l'aménagement de poste en fonction de la lésion et de son poste de travail, de la situation dans votre entreprise. Donc, évidemment, c'est du cas par cas.
bien, c'est vraiment la meilleure technique, c'est ce qu'on voit, nous, le mieux avec les clients avec lesquels je traite l'absentéisme au quotidien. C'est vraiment la meilleure technique. Vous pouvez faire un aménagement temporaire ou définitif. L'aménagement de poste, en fait, il n'y a pas de règle en disant que vous pouvez uniquement aménager le poste en tant que tel. Vous faites exactement ce que vous voulez en vrai, dès lors que le salarié est d'accord. Les horaires de travail, le lieu du travail, le poste en tant que tel, les conditions du travail. Le covoiturage est un mode de, comme l'avocat d'entorse, si la personne est une administratif. Oh, c'est une féminine, non, pas du tout. Un administratif, eh bien, le covoiturage, si la personne elle a le pied dans le plâtre, eh bien, est un moyen de fait qu'elle puisse, et si vous pouvez pas faire du télétravail, ça marche aussi, hein, eh bien, le covoiturage est un permis, donc elle a pas besoin, elle peut pas conduire, évidemment, avec le pied dans le plâtre. C'est moins simple. Ça dépend quel pied, mais enfin, quand même, soyons sympas. Eh bien, le covoiturage permet à la personne de conserver son poste et de travailler normalement. Vous pouvez aménager, faire sur un poste plus pendant temporaire d'encadrement. Ça dépend évidemment si la personne elle est en capacité de le faire ou pas. Moi, ma technique qui est sur notamment sur des industriels ou des types à l'agroalimentaire, c'est les personnes qui travaillent souvent sur les lignes de production, mais malgré tout une vraie vécu de la réalité du terrain. Et bien en fait, de manière temporaire, se retrouvent au service qualité à faire du contrôle qualité de la production. Et c'est tout bête, mais si la personne, en réalité, ben, en fait, elle avait un problème au niveau de l'épaule et que c'est le fait de l'effort de manutention, mais que le fait de travailler sur informatique ou ne l'empêche pas de conduire ou ne génère pas de souffrance et ça lui permet de rester dans l'entreprise. Et pour vous, ben, de garder les gens au poste et pas de payer les taux de cotisation consécutifs à un problème à l'épaule, eh bien, c'est très efficace. Et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez dès lors que c'est accepté par le salarié et que c'est identifié dans le temps. Je vous conseille vivement de faire un avenant contractuel ou de mettre la fiche de poste à jour, contre-signé par le salarié. L'avenant contractuel ou même la fiche de poste, je vais faire un truc hyper compliqué. Vous prenez un document en tête, vous mettez société Magnin, madame ou monsieur Magnin, vous mettez l'identité là, et vous mettez de leur avenant ou aménagement de poste temporaire du temps au temps ou sans ou définitif, et vous dites voilà, le poste de travail sera de monsieur X, sera de faire ça, 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 ça. Il est interdit qu'il ne peut pas faire ça, 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 ou il doit faire ça avec tel collègue ou en binôme de telle heure à telle heure, et finalement il travaille du lundi et le mardi, mais pas le mercredi, pas le jeudi. Enfin, vous faites ce que vous voulez dès lors que c'est signé. Ça, par contre, il faut absolument que ça soit écrit parce que là, sinon, si finalement son poste de travail ne lui permettait pas de porter des charges, mais qu'il en porte, je vous raconte pas la responsabilité pénale. S'il y a un accident, faute inexcusable de l'employeur, on est bon. Donc non, faites-le et faites en sorte que ça soit respecté. C'est vraiment important. Vous avez une obligation de sécurité et de résultat. Vous devez faire en sorte que ce soit respecté. Alors quand je vous dis ça, vous vous dites finalement on va pas aménager le poste. Ça a l'air beaucoup plus casse-pied, beaucoup plus dangereux. Mais en pratique, je vous assure que c'est la meilleure technique que je prends en compte. À part le contrôle, mais c'est un peu plus coercitif. Mais l'aménagement de poste, c'est la meilleure technique pour faire reprendre de manière anticipée les salariés à la bonne date, au bon moment. N'hésitez pas, si vous voyez que c'est un gros morceau au niveau de l'aménagement de poste, de faire valider par le médecin du travail. Ils acceptent tout le temps. Ils ne le refusent jamais. Je ne l'ai jamais vu. Donc vraiment, c'est l'action technique. Dans ces cas-là, pareil, appelez-nous. Et voilà, moi, vous me dites, voilà, moi, je pense faire ça pour telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut être, mais après, c'est vous qui connaissez dans l'entreprise ce qui est possible de faire, pas possible de faire. Et donc, mais vraiment, je vous assure, c'est le meilleur outil et vous pouvez le faire à tout moment, même 2 ans après. La personne est arrêtée, vous l'appelez, vous faites le point avec elle et vous voyez ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. Sauf effectivement, si elle est payée à 100% à rien faire chez elle, évidemment, on va avoir du mal à reprendre. Désolée, hein, de toute façon, c'est purement financier. Hein. Mais en pratique, très tôt dans l'arrêt, plus vite vous faites l'aménagement de poste, mieux c'est. Parce que la personne, elle n'est pas encore sortie des effectifs psychologiquement et donc va accepter votre aménagement de poste. Vous avez aussi le temps partiel thérapeutique, ça va avec, mais c'est la particularité du mi-temps thérapeutique, temps partiel, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un mi-temps, qu'il y a un processus entre le médecin traitant et la CPM,
tout doit être validé. C'est le médecin traitant sur le certificat médical qui va l'identifier avec des périodes, qui va être validé par le médecin conseil. Pareil, hein, c'est validé tout le temps. Hein, c'est rarissime que le médecin conseil dise ah ben non, doit être arrêté complètement, sauf s'il y a une visite, mais bon, comme les médecins conseils, pardon, c'est des médecins conseils, pardon. Eh bien, nous voit les salariés s'auto-annoter que tous les 6 mois. Comment vous dire que vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez. Et il faut que le médecin traitant accepte de le faire surtout. C'est surtout ça. Si votre salarié, dans les contacts que vous le faites, vous lui dites bon, on va aménager ton poste et puis on peut prévoir un temps partiel thérapeutique, c'est le salarié qui va le porter au médecin traitant. Et là, c'est surtout le médecin traitant qu'il faut convaincre. Le médecin du travail et le médecin conseil, généralement, ils valident, il n'y a pas de difficulté. L'intérêt de ce temps partiel thérapeutique, c'est que si pour vous, vraiment, il ne peut travailler comme 2 jours sur 5, chez Mathilde, hein, eh bien, le restant, les indemnités journalières sont maintenues. Donc, c'est très intéressant pour le salarié. Et c'est après, c'est sur une période fixée par le médecin traitant. Et dans ce travail thérapeutique, pardon, soit il reprend son poste, mais structuré avec des temps spécifiques, soit vous aménagez le poste et il fait autre chose, ou il fait qu'une partie de son poste, ou il fait un poste plus en douceur. Donc, si vous avez des gens en manutention, eh bien, il va pas porter tel chargement parce que vous savez que c'est trop lourd. Mais il va faire telle autre partie de son poste de travail qui demande moins d'efforts de manutention avec souvent les problèmes au niveau des membres supérieurs. Bras, quoi. Et en français dans le texte, ou le dos. Ils sont souvent très sollicités. Et c'est là où faut faire hyper attention. Ce qui fait que même ce genre de choses, aménagement de poste, vous pouvez aussi le prévoir en amont parce que vous sentez qu'à un moment donné, il va y avoir un arrêt de travail. Vous tombez dessus. Maladie ou accident du travail. N'hésitez pas à réadapter le poste du travail en amont. C'est la meilleure technique. L'intérêt des temps partiels thérapeutiques sur les accidents du travail, alors désolé, hein, c'est mon côté financier qui reprend le dessus. Ça permet de mettre un terme au décompte des arrêts sur imputé. Alors, si vous avez arrivé à faire un mi-temps thérapeutique à 89 jours, eh bien, l'imputation s'arrêtera. Si vous le faites à 91 jours, c'est dommage. Mais voilà, donc c'est un arrêt important, c'est que finalement, vous n'aurez plus le reste de l'imputation, même si le salarié perçoit des DJSS. En conseil pratique, alors, peu importe la taille de votre entreprise, moi, je le faisais quand j'étais moi-même en entreprise, que ma particularité, c'est que j'ai été 10 ans en entreprise, donc avec à votre place, et que je gérais les accidents du travail en interne, donc de A à Z, dès lors qu'il y avait un accident ou une maladie professionnelle, jusqu'à la reprise, ou jusqu'à et contentieux, et tout ce qui va avec. Donc, j'ai vraiment une vision pratique du terrain, et on avait mis en place une bibliothèque. C'est pas moi qui avais eu l'idée, je l'admets, c'est une de mes collègues, une merveilleuse collègue, qui faisait de la prévention. Et qui dit, ben, pourquoi on prévoit pas en amont? On avait une activité spécifique, donc on avait une visibilité, et c'était partout où c'était une très grosse structure. Et on avait mis en place une bibliothèque, des postes qui pouvaient donc vacants, qui pouvaient donc être remplacés par un salarié en arrêt, ou les aménagements identifiables. C'est-à-dire que la personne qui était en première ligne pour aménager le poste ne se disait pas, mince, comment je vais faire? Il suffisait, non, je ne me permettrai pas. En tout cas, il pouvait puiser dans cette bibliothèque d'idées en disant, ben voilà, notamment cette histoire du service qualité. Alors, j'en ai où ils me disent, ben non, c'est pas possible parce que la personne, elle n'a pas la compétence, ou parce qu'il y a déjà quelqu'un, ou parce que vous parlez de quoi, enfin. Mais nous, on avait mis ça en place et c'était très efficace. Et c'était aussi très valorisant pour le salarié qui bénéficiait d'aménagement de poste parce que c'était un poste de confiance. Alors, il était beaucoup moins content que de reprendre son poste initial, mais je n'ai pas eu de, enfin, moi, c'est mon sentiment, mais je n'ai pas eu de retour où on me disait que le salarié ne voulait rester au poste de qualité. Les gens reprenaient leur poste de travail antérieur. Mais c'était une bonne technique. Donc, cette notion de bibliothèque, alors il faut prendre le temps, mais nous, en tout cas, dans cette entreprise, ça avait été hyper efficace. Voilà, je voulais vous donner ce petit outil pratique. Mais on est là avec Karine pour vous aider au cas par cas. Alors, je vais reprendre un petit peu la suite puisque là, c'est ma partie concernée directement. Si vous avez mis tout ça en place, vous avez mis toutes ces astuces avec le salarié et qu'il n'y a rien qui fonctionne,
c'est là où effectivement on va vous conseiller vraiment de mettre en place un contrôle médical. Alors, le contrôle médical, je vais vous parler là du contrôle médical employeur maladie. Euh, je vais être très brève, hein, je vais pas rentrer dans le détail. Ça va être bien sûr en fonction du complément de salaire, vous pouvez le lancer. Euh, et en fonction sur les arrêts maladie des heures de sortie du salarié. Soit il a des heures de présence, soit il a des heures de sortie sans restriction d'horaire. Et ça va être effectivement un contrôle sur rendez-vous ou par surprise au domicile. En cas de fraude, je rappelle, absence non justifiée, refus de contrôle, adresse erronée ou incomplète. Vous pourrez suspendre le complément de salaire d'une demi-journée après le contrôle jusqu'à la fin de l'arrêt en cours. Nouveauté du décret 2024 de juillet 2024, c'est que maintenant, alors on le faisait aussi avant, hein, les contrôles sur rendez-vous pour faciliter et pallier à la pénurie de médecins peuvent se faire au cabinet du médecin. Le salarié n'a pas le droit de refuser le contrôle, sauf pour raison médicale et doit se justifier de cette raison médicale. C'est pas j'ai mal au dos et je viens pas. Non, il y a des raisons pour lesquelles, voilà, il doit se justifier. Donc, il se justifie auprès de nous ou auprès du médecin contrôleur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, on est humain, il n'y a pas de problème. On peut comprendre certaines situations, mais ils ne peuvent pas se dérober maintenant au contrôle. Par rapport à tout ce qu'on a dit avant, dans le contrôle médical, ce qui a, pour nous est primordial, c'est de nous raconter tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai eu le cas la semaine dernière, d'un cas exactement de ce qui a été dit. C'est que il y avait un salarié qui avait eu une visite de pré-reprise. Tout avait été mis en place. Il y a eu un aménagement de poste, etc. Il a tout refusé. Bon. Et il a vu le médecin du travail. Le médecin du travail a préconisé une reprise de poste. Tout a été bon, sauf qu'en fait, le jour où l'employeur l'attendait, il a été prolongé. L'employeur, il a lancé un contrôle. Il nous a bien relaté tous les faits avec le médecin du travail, l'aptitude du médecin de travail, etc. Et le contrôle, il a été fait sur rendez-vous et c'était non justifié. Donc, c'est vraiment important pour nous de contextualiser tout ça. Pourquoi vous lancez un contrôle médical? Parce que si tout a été mis en place en amont, que vous avez fait tout le nécessaire, et là, vous avez encore l'obstacle de l'arrêt de travail qui se prolonge, les conséquences, elles sont là et on envoie les résultats au médecin conseil de la CPM. Donc, vraiment, suspension du complément de salaire. Et si la CPM suspend et fait une reprise, alors en sachant que moi, tous les éléments pour contextualiser dans la mesure du possible, bien entendu, je veux des faits, pas des doutes. Et quand c'est des faits et que voilà, tout est formalisé, j'envoie ces informations au médecin conseil de la CPM avec le mandat. Donc, ça explique pourquoi vous avez lancé le contrôle et le résultat du contrôle. À eux de jouer après derrière. Donc voilà, c'est vraiment important de lancer des contrôles quand vous avez mis tout ça en place. Vraiment contextualiser, que le contrôle soit fait en heure de présence ou sur rendez-vous. Voilà, heure de présence égale contrôle surprise, sortie sans restriction égale contrôle sur rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous d'avoir toutes ces informations parce que on ne les garde pas que pour nous, on transmet au médecin, le médecin contrôleur plus médecin de la CPM. Donc n'hésitez pas à nous transmettre toutes ces informations. On a mis en place à la demande depuis quelques années maintenant et Sophie le pratique beaucoup, on a le contrôle spécifique AT. À la différence du contrôle classique,
Le contrôle classique, le médecin va dire c'est justifié, prolongation à prévoir, reprise éventuelle, etc. Le contrôle spécifique AT, donc pour les accidents de travail, on va vous demander un petit peu plus d'informations, contextualiser l'accident de travail, les réserves éventuelles, pourquoi vous les avez émises. Ce contrôle va se faire uniquement sur rendez-vous au cabinet du médecin et on va demander au médecin contrôleur un petit peu plus, de pousser un petit peu plus le contrôle. Alors, c'est pas une expertise, hein, on est bien d'accord. C'est qu'on va lui demander si l'arrêt est bien en lien avec l'accident de travail et pas une autre pathologie, si il y a éventuellement une date de reprise prévisible, de consolidation, et si c'est pas en lien avec l'accident de travail, on va lui demander si c'est en lien avec une maladie professionnelle ou une maladie, simplement. Et en fonction de ça, euh, eh ben, nous, on envoie aussi quand même en parallèle avec au médecin conseil de la CPM, mais vous aurez plus de leviers d'action de votre côté pour agir pour les accidents de travail. Pour me saisir, pour qu'on conteste la durée des arrêts de travail au contentieux. C'est bien avec ce genre de document, ça fait partie des pièces et souvent ça peut avoir ça a un effet au niveau de la juridiction qui voit que vous avez fait quelque chose, vous avez lancé du contrôle et que le médecin contrôleur a constaté que ce n'est pas en rapport avec l'accident du travail. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc c'est un commencement de preuve. Voilà. Donc voilà, c'est le même principe voilà, que le contrôle classique, sauf que ça se fait au cabinet du médecin sur rendez-vous. On demande aux salariés d'amener toutes les informations qui sont en lien avec l'arrêt de travail et sa pathologie. Et là, effectivement, le médecin va nous dire oui ou non, c'est en lien avec l'accident de travail. Donc voilà en toutes les clés que vous avez entre vos mains pour la gestion de l'absentéisme. Alors, j'ai pas mal de questions. On précisait que c'est pas un circuit fluide, enfin lisse. Par exemple, vous êtes arrivé là, c'est un circuit fermé qui s'arrête. C'est voilà, c'est un cercle vide, vertueux ou je ne sais pas. Mais vous pouvez, enfin voilà, et chaque étape peut revenir. Et enfin, faut pas jusqu'à la reprise ou jusqu'à l'inaptitude, mais en tout cas, vous voilà, c'est pas une fois et puis tant pis. Vous avez possibilité, sauf pour les contrôles, où vous avez malgré tout des périodicités où il y a des moments où il y a un droit de complément de salaire puisque en prérequis, mais le reste, il n'y a pas de conditions à part ces notions de durée, mais 30 jours, ça va assez vite. Donc vous pouvez retenter plusieurs rendez-vous de lésion. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de limite. Alors, on a quelques petites questions, Sophie. On va revenir un petit peu au début du webinaire. Est-ce que l'appel téléphonique au collaborateur peut être fait par le manager ou uniquement les RH? Ça peut être fait par n'importe qui, dès lors que la personne a les épaules pour et pose les bonnes questions et que ça relève pas du harcèlement moral. Donc il faut un pré-check quand même pour dire qu'est-ce qu'il faut poser comme question. La question type du c'est quand tu reprends? Ça, c'est beaucoup les exploitants. Non, en fait, quand il faut appeler, c'est pour savoir comment ça va. Donc, en fait, peu importe, il n'y a pas de difficulté dès lors qu'il y a un bon relationnel avec le salarié et qu'il sait qui appelle. Donc, RH, exploitant. Moi, quand j'étais en entreprise, je faisais appeler par mes préventeurs, par exemple. Donc, il y a pas de règle. Comme au cas par cas et comme vous le sentez. Est-ce que les rendez-vous de liaison, alors sur le rendez-vous de liaison, pardon, que se passe-t-il si le médecin du travail ou son équipe n'est pas disponible? Faut prendre une date, hein. Faut forcer. C'est le problème. C'est le problème avec les rendez-vous de liaison, comme je vous disais tout à l'heure. Les médecins du travail considèrent que c'est pas un sujet. Mais il faut les forcer. Ça fait partie de leurs prérogatives, c'est obligatoire. Rappeler que ça fait partie Mais de la loi. il faut, alors, vous les prévenez 8 jours avant. S'ils sont pas là pour le rendez-vous, vous avez le droit de le tenir quand même et de les informer après. L'idée, c'est que malgré tout, il faut que dans ces cas-là, que le salarié, il ait envie, quoi. Qu'il soit conciliant et qu'il ait envie qu'on aménage son poste. Et après, vous validez avec le médecin du travail. Il n'est pas obligé d'être là lors du rendez-vous. C'est seulement que c'est parce que c'est souvent plus efficace. Parce que le salarié, dans ces cas-là, vous écoute la situation. Plutôt que de dire, oh mince, j'ai été convoqué par mon employeur. Mais s'il n'est pas là au rendez-vous, mais vous avez bien respecté les délais, eh ben, vous informerez le médecin du travail a posteriori. Mais vous maintenez le rendez-vous. En présentiel ou en distanciel, comme vous voulez. Mais, alors, c'est sûr qu'en distanciel, la point d'accroche avec le salarié, c'est moins facile. Mais bon, on fait comme on peut. L'idée, c'est de pas lâcher avec les salariés.
tout dépend pareil de la situation, hein. Si la personne elle a une grave pathologie et que c'est normal qu'elle soit en arrêt, voilà, la question se pose pas. On est plus sur des cas où il est temps. Il est temps que le salarié reprenne. C'est plus ça. Autre question, comment faire pour que le médecin conseil puisse demander la visite de pré-reprise? Alors, en vrai, le médecin conseil, la CPM ne demande jamais la visite médicale de pré-reprise, sauf si il l'a vu, notamment sur les accidents du travail ou sur la maladie, quand on est en situation d'invalidité ou d'incapacité permanente partielle, et qu'en réalité, il va lui dire, bon, bah, allez-y parce que vous avez été déclaré inapte. Donc, non, ne demandez pas que le médecin conseil, parce que c'est une inaptitude, sauf si vous voulez l'inaptitude parce qu'il est temps et qu'il faut que ça cesse. Dans ces cas-là, c'est une bonne technique. Pour la visite médicale de pré-reprise, c'est mieux quand c'est le salarié qui le demande, parce que ça veut dire qu'il a envie de reprendre. C'est ça le problème dans la notion d'absentéisme, c'est quand même que le salarié ait envie de reprendre pour que ce soit un déclic sur tout ce qui est action, rendez-vous de liaison et visite de pré-reprise. Le reste, tout ce qui est suivi téléphonique, contrôle, évidemment, c'est beaucoup plus coercitif. Et l'aménagement de poste, c'est vous qui êtes, comment dire, vous tenez plus le lead que sur les visites de pré-reprise, par exemple. Mais faut tout essayer parce qu'à un moment donné, ça fonctionne. Je vous le dis par expérience. Concernant le rendez-vous de liaison, Sophie, est-ce à l'employeur d'envoyer l'invitation de la visite de rendez-vous de liaison ou à la médecine du travail? C'est l'employeur. En pratique, c'est l'employeur qui a fixé le rendez-vous avec la médecine du travail s'il a la gentillesse de venir ou de bien vouloir intervenir avant. Et comme ça, là, le délai des 15 jours et des 8 jours se respecte plus vite si vous avez fixé. Souvent, en pratique, en fait, vous appelez votre salarié pour le prévenir. Comme ça, vous savez si ça va le coup de vous embêter à lui envoyer un courrier. Et s'il est d'accord, dans ce cas, vous fixez en fonction de ses disponibilités, de son arrêt, de ses horaires de présence obligatoires. Et après, vous voyez que le médecin du travail, au niveau des disponibilités, vous fixez. Il n'y a pas, vous avez plusieurs dates et vous arrivez à fixer. Et après, vous prévenez votre salarié et vous lui envoyez ce courrier officiel avec avec les modalités obligatoires. C'est mieux comme ça. Comme ça, au moins, si le salarié vous dit, mais rien du tout, pas de rendez-vous de liaison ou vous répond plus, au moins, vous savez. C'est quelle sauce vous, mais voilà. L'employeur garde la main sur l'organisation du rendez-vous de liaison. En Et vrai. après, là, ça va être pour ma partie. Alors, les éléments, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait contextualiser les demandes, que ça soit contrôle AT ou contrôle classique. Voilà. Alors, en fait, dans une demande de contrôle, dans le formulaire, en bas, il y a les éléments circonstanciels. C'est là où vous pouvez contextualiser. Donc, si vous avez un souci lors de la demande de contrôle ou autre, n'hésitez pas à nous appeler au moment où vous faites votre demande. On vous dira exactement où les mettre, on vous conseillera. Et si vraiment ça se fait en dehors des horaires bureau, parce que ça arrive que parfois ça soit le soir ou le week-end que les demandes soient faites, faites un mail à part, que ça soit vous avez notre mail sur Internet et vous pouvez nous dire que vous voulez contextualiser avec les éléments. Parfois, on a des pièces jointes, vous avez des pièces jointes à nous transmettre. Faites-le par un mail à part, il n'y a aucun souci. Ça sera ajouté et transmis au médecin. Les demandes de contrôle de spécificité, elles se font uniquement via notre espace client, via votre espace client, donc sur notre site internet. Il y a marqué faire une nouvelle demande, contrôle classique et contrôle spécificité. C'est là où effectivement vous allez pouvoir faire cette demande de contrôle. Si vous voulez des infos complémentaires, on a de la documentation en plus à vous transmettre. N'hésitez pas à nous demander par mail ou nous appeler pour nous demander cette documentation. On vous transmettra tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je rappelle, hein, vous aurez effectivement toutes les slides. On a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos webinaires depuis le début avec Sophie. Donc, il y en a quelques-uns. Faut pas hésiter, mais si vous avez besoin des slides, etc., on vous transmettra. Il y a pas de souci là-dessus. Je profite de ce webinaire pour vous faire deux offres. C'est l'occasion.
Pour ma part, au niveau du cabinet ALD Avocat, en rapport avec la gestion de l'absentéisme, on vous propose un accompagnement personnalisé pour un de vos dossiers absents et pour essayer de tout vous aider à trouver une solution jusqu'à la reprise du salarié, peu importe la typologie, maladie, accident du travail, peu importe s'il est arrêté depuis peu ou depuis longtemps, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de difficulté. Et pour nous, de notre côté, donc ça sera, si vous avez besoin d'un petit audit de 60 minutes gratuit, où vous souhaitez parler vos problèmes d'absentéisme, des actions que vous avez déjà mis en place, n'importe quelles actions, hein, c'est pas forcément en lien avec le webinar ou autre, tout ce que vous avez mis en place, voilà, on peut en discuter pendant donc un petit audit de 60 minutes et voir ce qui pourrait être mis en place par la suite. On va vous conseiller, etc. Alors, ce sera pas avec moi directement, mais ce sera avec Caroline Noyer-Laporte qui gère plus cette partie-là. Du coup, vous nous contactez, il n'y a pas de souci. Je vais simplement vous rappeler nos coordonnées, voilà, que vous aurez à la fin du slide. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions ou autres, vous avez bien nos mails, nos coordonnées téléphoniques, à nous appeler, à nous envoyer un mail pour avoir des infos, pour avoir, comme le disait Sophie, des modèles types que vous souhaitez. Si vous en avez besoin, faut pas hésiter. Grâce à ce webinaire, on vous les transmettra. Il n'y a pas de souci. Et pareil, vous avez des idées de d'autres webinaires, de sujets qui vous intéresseraient. Là, justement, juste avant, on était déjà en train de parler du prochain sur justement les expertises, donc le niveau au-dessus des contrôles AT, qui justement pourrait être un outil pour gérer l'absentéisme et pour lancer du contentieux également sur leur part maladie, parce que le financier n'est pas direct, mais sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce sera peut-être le prochain sujet. Très bien. On vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon week-end. Merci Sophie. Merci à vous Karen. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt.